Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Picardie pour ce débat d'entre-deux tours des élections législatives 2017. Dans 4 jours, dimanche, nous connaîtrons qui seront les 577 députés élus en France et parmi eux, 17 députés picards. Durant 1 heure d'émission, gros plan sur 2 circonscriptions de notre région, 2 débats, 2 duels. Et on commence avec la première circonscription de la Somme, celle qui regroupe une grande partie d'Amiens, une partie d'Abbeville, d'Ailly-le-Clocher, d'Omaran-Ponthieu, Piquigny, où vivent près de 122 000 habitants. Ils ne sont plus que 2 candidats en lice pour le 2e tour. Nicolas Dumont est arrivé en tête, 40 ans. Le maire d'Abbeville, ancien socialiste devenu candidat de La République En Marche, a obtenu plus de 34% des voix. Et François Ruffin, 41 ans, candidat du mouvement La Picardie Debout, soutenu par la France Insoumise, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, a rassemblé plus de 24% des suffrages. Durant cette émission spéciale, nous allons notamment parler santé et relance économique. Nicolas Dumont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat à La République En Marche dans la première circonscription de la Somme, on l'a dit. Et face à vous, François Ruffin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc candidat Picardie Debout dans la première circonscription de la Somme. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Alors les questions politiques, tout d'abord, dans cette circonscription très médiatisée, Nicolas Dumont, quelle est votre analyse de vos résultats du premier tour ? Je crois que c'est d'abord la volonté qu'ont les habitants de cette circonscription, comme l'ont les Français, de donner les moyens au président de la République de mettre en œuvre son projet politique. Et puis j'ai regardé avec beaucoup de satisfaction le vote d'abord d'Abbeville, bien entendu, où je réalise 38%. Où je suis en tête dans l'ensemble des bureaux de vote, et également le bureau de vote des quartiers populaires, ce qui montre bien que les choses sont analysées par les Français et qu'il y a une véritable envie de cette recomposition politique et d'un changement à la fois de méthode et à la fois de visage dans cette circonscription. François Ruffin, comment analysez-vous les résultats pour vous de ce premier tour ? D'abord, je remercie tous les électeurs qui m'ont fait confiance. Et puis, je remercie aussi nos militants, nos bénévoles, parce que si jamais on a 24% des suffrages dans un moment où la gauche recule dans le pays, c'est parce qu'il y a eu une énorme campagne de terrain menée au porte-à-porte, quartier après quartier, village après village. Et donc, c'est le résultat de cette campagne-là qui continue ardemment durant cette semaine. Et voilà, je tiens d'abord à remercier les électeurs qui m'ont fait confiance et les bénévoles. Et je pense que voilà, il y a possibilité d'incarner une autre manière de faire de la politique et pas seulement en choisissant la bonne étiquette au bon moment. Alors depuis lundi, la campagne du second tour bat son plein. Hier, chacun d'entre vous chassait les voix sur les terres de l'autre. Reportage de Jean-Pierre Ray, Pierre-Guillaume Crénu, Jérôme Arignon et Jean-Paul Delance. Regardez. Distribution de tracts pour Nicolas Dumont dans ce quartier pavillonnaire au nord d'Amiens. Tenez, je vous ramène merci, monsieur. le programme pour dimanche. Oui. Une logique de proximité indispensable pour le candidat, malgré ses 10 points d'avance. Rien n'est gagné dans cette élection. Ce sont les électeurs qui, le soir du 2e tour, décideront s'ils souhaitent donner de la force au président de la République pour mettre en œuvre son projet. Pendant ce temps, le challenger François Ruffin se prépare à labourer Abbeville sur les terres de Nicolas Dumont. La députée sortante Pascale Boitard, battue à l'issue du premier tour, appelle à voter pour lui. Et l'insoumis Ruffin vient de recevoir un autre soutien, celui du retraité Maxime Gremetz, le communiste qui a longtemps tenu ce fief. Pour les gens, se sentir représentés et se dire que voilà, il y a quelqu'un qui peut parler fort pour les auxiliaires de vie sociale, pour les ouvriers des usines et ainsi de suite, ça peut compter. Pour l'auteur du film « Merci patron », c'est un référendum pour ou contre le président de la République qui se déroulera ici, dimanche. Est-ce qu'on veut une loi travail numéro 2 ? Est-ce qu'on veut davantage de précarité ? Est-ce qu'on veut une baisse des petites retraites ? Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Comme pour l'instant, Nicolas Dumont n'assume pas ce projet, il faut qu'on martèle que c'est bien ça qu'il y a dans le programme d'Emmanuel Macron, quoi. La réforme du Code du travail, Nicolas Dumont dit pourtant vouloir l'assumer, mais pas à n'importe quel prix. Moi, je ne fais pas de politique fiction. Je ne sais pas aujourd'hui quel est le texte qui sera soumis. Une fois qu'on aura ce compromis, qui doit, pour moi, et pour que je le vote, avoir un certain nombre de protections supplémentaires et un certain nombre d'assouplissements, c'est une fois que j'aurai ce texte que je me prononcerai en conscience. Je ne serai pas un député godillot. Rien n'est encore joué dans cette circonscription populaire. Reste à savoir ce que feront les électeurs du Front National et les abstentionnistes
et à qui le nouveau patron de la première de la Somme devra dire merci. Nicolas Dubon, comment allez-vous réussir à mobiliser les abstentionnistes nombreux ? Je crois qu'il faut continuer, effectivement, ce qu'on a fait depuis le premier tour, c'est-à-dire d'avoir une proximité avec les habitants, avec les acteurs de la vie associative, avec les acteurs de la société civile, les acteurs économiques. Je crois que c'est ce qu'on a fait, c'est ce que je faisais encore hier après-midi au Colvert, ce que je faisais ce matin à Saint-Maurice, ce que je faisais quelques heures avant dans la vallée de la Nièvre. Il faut montrer que le travail, c'est un travail quotidien et de proximité. La politique, c'est pas simplement dire, c'est aussi faire. Les conséquences de mon engagement ancien et des mandats que j'ai exercés, c'est que les électeurs de cette circonscription, que ce soit à Ville, bien entendu, mais que ce soit dans la vallée de la Nièvre, que ce soit sur la partie d'Amiens-Nord, savent que moi j'ai été dans l'action. Et je pense que la politique, si on veut réconcilier les abstentionnistes, il faut leur montrer que quand on prend des engagements, ces engagements sont tenus. Je crois que c'est l'une des leçons aussi de cette volonté des Français de donner un nouveau visage à l'Assemblée nationale. Alors François Ruffin, où allez-vous chercher les voix pour le deuxième tour parmi les électeurs du Front National? On entend parfois le parti de Marine Le Pen dire qu'il faut aller chercher des voix dans l'électorat de l'extrême gauche. Est-ce que vous réagissez de la même manière? Non, mais moi d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, s'abstenir, c'est voter Macron. Ne pas aller voter dimanche prochain, c'est donner un député de plus, parce que la pente, elle va dans ce sens-là. Donc si vous voulez résister à cette pente, aujourd'hui, il faut aller voter dimanche. Donc ce que je martèle devant les supermarchés, ce que je martèle au porte-à-porte, ce que je martelais ce midi à la zone industrielle d'Amiens, c'est aujourd'hui s'abstenir, c'est voter Macron. C'est-à-dire être favorable à un programme qui est celui du Robin des Bois à l'envers. C'est un programme qui va prendre aux pauvres pour donner aux riches. Comment il va donner aux riches? Il va donner aux riches par l'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Voilà, ça, et je pense que dans le coin, il y a assez peu d'actionnaires et il y a encore moins de personnes qui payent l'impôt sur la fortune. Voilà à qui on va donner, à qui on va prendre. On va prendre aux petites retraites, on va prendre aux salariés, on va prendre aux fonctionnaires. Alors comment est-ce que vous réagissez? Donc disparition pour le deuxième tour dans cette circonscription du Front National, du Parti Socialiste. Le Front National qui pourtant avait obtenu de bons scores lors de la présidentielle. Mais ça prouve qu'il y a d'autres voix qui peut-être aujourd'hui peuvent porter la colère des gens, que ça se dirige systématiquement vers l'extrême droite. On peut porter une autre voie qui attire vers soi. On le voit, dans les résultats à fixe court sont flagrants, puisqu'on passe de 40% de vote pour Marine Le Pen à la présidentielle à aujourd'hui 42% de vote en ma faveur. Et donc il faut dire que voilà, aujourd'hui l'adversaire, ce n'est pas les migrés. L'adversaire, ce n'est pas les réfugiés. L'adversaire, c'est l'actionnaire. L'actionnaire qui a triplé ses dividendes depuis les années 80. Et si jamais il y a une disparition de Paris au siège de France, de Boussac-Saint-Frère, de Whirlpool aujourd'hui, c'est pas de la faute des immigrés, c'est de la faute des actionnaires. Et donc voilà vers qui il faut aller chercher de l'argent plutôt que de leur en donner encore davantage, puisque le programme d'Emmanuel Macron, c'est de leur laisser le champ libre sur le terrain du Code du travail et de leur laisser le champ libre en leur disant voilà, pour vous attirer, on va vous donner encore, on va plus vous faire payer d'impôts. Nicolas Dumont, lorsque vous voyez les résultats très faibles du Parti Socialiste, Pascal Boitard qui a été éliminé, un parti qui s'est écroulé, qu'est-ce que cela vous évoque et que vous reste-t-il du socialisme alors que vous avez fait votre carrière au PS? Je voudrais d'abord revenir, parce que ce n'est pas parce qu'on dit souvent la même chose et fort que c'est la vérité. Le programme que je défends en matière de pouvoir d'achat, il est très clair. C'est la suppression du RSI, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des habitants, c'est la revalorisation du minimum vieillesse de 100 € par mois, c'est l'augmentation de l'allocation adulte handicapé de 100 € par mois, c'est la prise en charge à 100% des prothèses auditives, dentaires et des lunettes, c'est la revalorisation de la prime d'activité et c'est un 13e mois pour les smicards, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc on ne peut pas dire que ce programme est un programme de Robin des Bois. Et on ne peut pas s'approprier non plus la lutte contre le Front National, parce que quand on regarde les résultats des bureaux de vote d'Abbeville, y compris ceux qui avaient voté au premier tour de la présidentielle extrêmement fort, celui qui a récupéré et qui a fait baisser le Front National, c'est moi. Sur ce domaine qui est le score du Parti Socialiste, moi je constate simplement qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, et la candidate du Parti Socialiste qui a réalisé le pire score des membres du gouvernement de France, 7%, et qui aujourd'hui soutient M. Ruffin au deuxième tour. Et soutient M. Ruffin au deuxième tour, qui, dans son journal, indiquait, voilà, ma rencontre avec le vide. J'invite chacun à aller regarder cet article, qui n'est plus d'ailleurs sur le site, mais que vous pourrez retrouver sur Internet avantageusement. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un rassemblement de partis politiques,
et il y a une candidature d'un mouvement nouveau. Eh ben, si on veut la rénovation et la recomposition, moi j'invite les électeurs, particulièrement les abstentionnistes, à donner le message encore plus fortement qu'ils l'ont donné dimanche dernier de cette volonté de changement. Il faut quand même dire, En Marche, c'est une véritable entreprise de recyclage. Étant partisan de l'écologie, je suis favorable au recyclage. Mais là, on vient nous présenter sous un visage neuf quelque chose qui est très vieux. Monsieur Dumont a eu la chance de retourner sa veste au bon moment, puisque en janvier encore, il soutient Manuel Valls à la primaire du Parti Socialiste, avec Pascal Boittard. Et vous êtes soutenu par Pascal Boittard, et vous considérez que c'est logique qu'elle vous soutienne. Votre cohérence, chacun la comprendra. Moi, j'ai du mal. Et donc, voilà, il y a un retournement de veste au bon moment, ce qui fait que il s'en sort par le changement d'étiquette. C'est une espèce d'étiquette magique qui vient effacer le fait que M. Dumont est un professionnel de la politique, un politicien. D'ailleurs, Est-ce que c'est un tort, d'ailleurs, d'avoir fait sa carrière en politique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avoir œuvré durant des années pour l'action publique, Nicolas Dumont, est-ce que justement, est-ce qu'on peut dire qu'avoir œuvré toutes ces années pour l'action publique, pour les politiques publiques, c'est un tort? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça n'est pas à défendre? Pourquoi critiquer ça? Ça, c'est la volonté de disqualifier une candidature. Moi, depuis le départ de cette campagne, j'essaye de dire ce que je suis, ce que je propose, ce que j'ai fait. Et moi, c'est très facile de vérifier mon comportement, mes valeurs et mes actes. C'est facile de le vérifier depuis 2008, sans étiquette politique, réélu au premier tour en 2014, sans étiquette politique. Je n'ai pas de difficulté là-dessus, et je ne pense pas que connaître le fonctionnement des institutions, des collectivités et être au service, depuis de nombreuses années, des quartiers les plus populaires de la ville d'Aville et des personnes en situation de fragilité soit un handicap pour pouvoir mener ce combat-là à l'Assemblée nationale. François Ruffin, quelles sont vos réserves de voix pour le deuxième tour? Écoutez, là, vous êtes fait l'avocat du fait qu'on soit des... Non, je ne suis l'avocat de personne. Je dis simplement en quoi, je vous pose la question, est-ce un tort d'avoir œuvré pour la vie politique depuis de nombreuses années, mis en place des politiques publiques pour le quotidien des gens, l'améliorer? Mais vous savez, d'abord, je pense que les Français sont en attente de gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui ne sont pas des politiciens, qui ont fait autre chose auparavant. Et d'ailleurs, c'est toute la communication de M. Macron de venir dire que voilà, on est de la société civile et ainsi de suite. Quand on a 100 professions comme intitulé sur le site internet de la mairie d'Aville. Monsieur Ruffin. Vous avez peut-être changé ça depuis. Et vous insultez les 38% des Villois et les 34% des électeurs qui ont choisi ma candidature. On va essayer d'écouter François Ruffin, Nicolas Dumont, s'il vous plaît. Quand le parcours professionnel, avec des guillemets, c'est d'être assistant parlementaire, puis directeur de cabinet, et puis ensuite de passer de l'autre côté de la barrière, je pense qu'il y a besoin d'un renouvellement, d'un souffle d'air frais, qui fait qu'il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a des ouvriers, il y a de tout qui vient faire de la politique. Avant d'aborder la question de la santé, parlez-moi un peu rapidement de vos réserves de voix. Quelles sont-elles? Elles sont immenses. Quand on a plus d'un électeur sur deux qui n'est pas allé voter dimanche dernier, les réserves de voix sont immenses, parce que je suis absolument certain que les gens dans la circonscription ne veulent pas du programme d'Emmanuel Macron, qui ici se présente avec un masque de gauche, puisque c'est une circonscription qui est plutôt à gauche, et qui ailleurs se présente avec un masque qui n'est pas un masque de droite. Pourquoi? Parce que le programme de M. Macron, pour ce qui est des mesures les plus urgentes qui seront prises, est un programme antisocial sur le code du travail, sur la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, sur l'exemption de l'impôt sur la fortune. Donc vous considérez que 34% des électeurs sont des imbéciles. Très bien. Circonscription. Abordons maintenant, s'il vous plaît, la deuxième partie de ce débat avec un sujet qui intéresse au plus près les Picards, celui de la santé. Il y a des disparités fortes dans notre région selon que l'on vive en ville ou à la campagne. Voyez ces chiffres pour un état des lieux sur le nombre de médecins en Picardie. Alors que la moyenne nationale est de 154 médecins pour 100 000 habitants, dans l'Aisne, on compte 106 médecins pour 100 000 habitants, dans l'Oise, 118 médecins pour 100 000 habitants, et enfin dans la Somme, 170 médecins pour 100 000 habitants. L'Aisne, l'Oise sont sous-dotés. Que proposez-vous chacun pour que l'on puisse avoir accès aux soins de manière égale? Nicolas Dumont. Je crois qu'il y a plusieurs dimensions, parce qu'il y a évidemment la question, l'accès aux soins de premier recours. Il y a cette question de la désertification médicale qui pose une difficulté. Je fais une proposition très concrète, qui est une proposition personnelle, qui est de dire qu'à un moment donné, si on interdit les dépassements d'honoraires dans les territoires surdotés, vous verrez que les territoires moins ensoleillés, comme ceux de l'ex-Picardie, seront beaucoup plus attractifs. Supprimer la liberté d'installation, en fait, c'est ça ? En tout cas, ne pas permettre
que le dépassement d'honoraires se fasse dans des zones surdotées. Sur l'hôpital, il faut évidemment dont changer vous êtes le paradigme. président, Président celui du d'Avil, conseil hein. de surveillance depuis effectivement 2008. Il y a une révolution à faire sur le financement de l'activité hospitalière. Ce qui est aujourd'hui scandaleux, c'est le fait que la tarification à l'activité soit 100% des ressources de l'hôpital public. Ça a été mis en place par la loi HPST, celle de Roselyne Bachelot en 2008. Ça n'a pas été suffisamment remis en cause. Nous, on propose qu'on réduise la place de la tarification, qu'on investisse 5 milliards pour la télémédecine, parce que ça aussi, c'est important en termes de logique, et surtout qu'on crée les conditions de l'éducation à la santé et de la prévention. François Ruffin, quelles sont vos propositions pour réduire la désertification médicale? Faut-il agir par exemple sur le numerus clausus? Oui, ça, je pense que c'est un point d'accord, par exemple, avec le programme d'Emmanuel Vous êtes d'accord? Macron. Et j'ai aucune difficulté à trouver des points d'accord sur le dédoublement des classes de CP, sur le retour de la police de proximité, à trouver des points d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron. Je voudrais vous dire simplement quelle est ma démarche. Nous, on a fait une série de tracts. Donc là, par exemple, on a fait un tract soignant. Comment on l'a fait? On l'a fait en rencontrant des gens de l'hôpital d'Amiens et rencontrant des gens de l'hôpital de la ville. Et c'est comme ça qu'on a produit ce document. Et je veux dire que quand je deviendrai député, je continuerai à mener le travail de la même manière. C'est-à-dire, quand il y aura des grandes lois sur la santé... Si vous êtes élu? Quand je serai député, Si vous êtes élu donc dimanche. lundi, eh bien, je continuerai à discuter avec les soignants et les soignés, de la même manière sur les problèmes d'enseignement avec les enseignants et les parents d'élèves, et ainsi de suite, parce qu'on n'a pas la science infuse. Moi, je suis novice sur pas mal de questions, et donc voilà, avoir ces éclairages, ça ne veut pas dire que je voterai ce que les gens me disent de voter, mais avoir ces éclairages, et continuer à faire avec les gens ce que j'ai fait pendant cette campagne. Maintenant, donc j'ai pondu 115 propositions, là vous avez donc la fin du numerus clausus, vous avez un grand plan d'embauche à l'hôpital, la fin de la précarité, et ainsi de suite. Maintenant, il faut dire la vérité, les mesures que je peux porter, il n'y a pas d'illusion à se faire. Demain, je serai minoritaire à l'Assemblée nationale. On sait qu'on va avoir un raz-de-marée en marche. La question aujourd'hui, c'est de savoir s'il va y avoir des voix différentes pour se faire entendre, ou bien si on va avoir une Assemblée nationale monochrome. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est quand on va supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, ce qui est dans le programme de M. Macron. Pas dans la fonction publique hospitalière, Eh bien, je vous rassure. où est-ce qu'on va les supprimer? Pas dans la fonction publique hospitalière. Quand on va faire 15 milliards d'économies dans la santé, ce qui est le programme de M. Macron. Non. Si, Non, je suis non, désolé. non, non. 15 milliards sur 5 ans. Non. Eh bien, où est-ce qu'on va les faire? Et je pense que voilà, il y a ces interrogations à avoir là, parce qu'on peut dire que ça va être magnifique demain, mais si on le fait en réduisant les budgets, je me demande comment on va faire pour les soignants et les soignés. Juste un mot pour conclure avant d'aborder le chapitre sur la moralisation de la vie publique. Oui, non, juste simplement dire que cette réduction du déficit public, elle est de toute façon nécessaire. Parce qu'à un moment donné, alors M. Ruffin l'a dit, il ne sera pas dans un groupe majoritaire. Heureusement, puisque le programme de M. Mélenchon, c'était 270 milliards de dépenses nouvelles et 120 milliards de hausse d'impôts. Heureusement, effectivement, que ce programme ne s'applique pas pour l'ensemble des salariés. Vous dites qu'Emmanuel Macron ne va pas pays. fragiliser le système de soins Non, en et il n'y France, aura pas de réduction d'effectifs dans la fonction publique hospitalière. Mais C'est un redéploiement, c'est de la création, pour l'éducation nationale, la police et un maintien dans la fonction publique hospitalière. Il va y avoir 120 000 suppressions de postes, mais ça ne sera pas dans la police, pas dans l'éducation, pas dans la santé. Vous en aurez une part dans les collectivités territoriales, ce qui a d'ailleurs été commencé par Pascal Boitard, qui vous soutient par la réduction des dotations. Et enfin, moi, vous voyez, c'est quand même compliqué. Je tiens à dire, moi, je ne suis pas allé recopier le programme de tel ou tel candidat à la présidentielle. J'ai réfléchi avec des gens, donc on peut me sortir le programme de M. Mélenchon, le programme du Parti communiste, tout ça. Moi, j'ai fait œuvre créatrice avec les gens de la circonscription. Merci. Un mot sur la loi de la moralisation de la vie publique, le but redonner confiance en la politique. Que pensez-vous rapidement de l'affaire Ferrand et Bayrou? Nicolas Dumont. Je pense que d'abord, c'est la responsabilité du président de la République et du Premier ministre de prendre les décisions qui les concernent. Simplement, moi, je soutiens cette loi qui doit redonner confiance aux habitants de notre pays. Je pense qu'il faut même aller sur un certain nombre de points, en tout cas à titre personnel, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que moi, je suis pour une éligibilité définitive des élus qui sont condamnés pour des délits financiers ou pour des affaires de corruption. Et je suis aussi pour qu'il y ait un œil particulièrement vigilant
sur la question du financement des campagnes électorales. Et j'ai d'ailleurs à ce sujet une question à poser à M. Ruffin. Moi, je suis prêt, dès demain matin, à divulguer les dépenses qui ont été les miennes jusqu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs une interrogation des habitants de Saint-Maurice que j'ai rencontrée ce matin. Est-ce que vous êtes prêt à le faire pareil? Parce que visiblement, je ne sais pas si vous avez les gens, mais en tout cas, vous avez l'argent pour mener cette campagne. Et j'aimerais bien voir quel est l'état de ce compte de campagne pour le financement de la vie politique. C'est extrêmement important en matière de moralisation. François Ruffin, même question. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Ferrand-Bayrou, donc sur la moralisation de la vie publique? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos propositions? Mes propositions, d'abord, je voterai cette loi de la moralisation de la vie publique, qui en a changé son nom, voilà, dans une espèce de novlangue. Bon, mais je la voterai si j'étais, quand je serai élu. Et, donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a une commission des comptes de campagne. Mes comptes seront transmis et sans difficulté. Publiez-les demain, moi oui, je les publierai demain. Il n'y a pas de difficulté. Je les publierai demain. Il n'y a pas de difficulté. Je veux dire, la différence entre nous et vous, c'est que nous avons des centaines de bénévoles qui travaillent, qui font œuvre gratuitement, en effet, parce qu'ils croient en cette candidature. Montrez votre compte de campagne, monsieur Ruffin. Répondez à la question, pas après l'élection, avant. Combien vous avez dépensé jusqu'à cette campagne, la valorisation des concerts, etc. Mettez tout sur la table. Le truc, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui pensent que ça serait bien que je aille porter une voix différente à l'Assemblée nationale et qu'on n'ait pas des clones. Et c'est l'autre volet que je souhaiterais, moi, c'est qu'on aille vers la parité sociale. On a construit... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a construit la parité de genre. On essaye d'aller vers plus de femmes à l'Assemblée nationale et je trouve que c'est une excellente chose. Je pense qu'il faudrait aussi aller vers une parité sociale et que les différents corps de métier soient représentés et non pas que ce qui constitue une caste politicienne. Et enfin, moi, j'ai pris 3 engagements à titre personnel. C'est de me payer au SMIC si jamais quand je serai élu. C'est que mes réserves parlementaires, elles soient gérées par un jury populaire tiré au sort et non pas de façon clientéliste, et que mon mandat soit révocable. Si 25% des habitants... Donc, vous ne voulez pas publier l'état de vos dépenses avant vous avez... mon tour. Ça ne pose, oui, non, répondez. Oui, non, avant d'aborder la dernière partie de cette émission. Quand on demande où publier, non, biaisez pas. Publier le financement de votre campagne. Est-ce que vous allez publier ces comptes de campagne? Monsieur Dumont, à bois, là, j'ai répondu oui. Très bien. Nous le publions. Nous ne sommes pas dans... Moi, je vous demande, par contre, est-ce que vous allez voter l'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires? Et répondez de la même manière, oui ou non. Je voterai, monsieur Ruffin, ce sur quoi je me suis engagé. Alors, j'ai fait une version, elle n'est pas uniquement pour vous, qui est une version plus explicative. Et vous avez là-dessus l'ensemble des sujets, et ils sont dans les boîtes vous voyez, à Saint-Maurice ce matin. Et sur la question de l'impôt sur la fortune, puisque c'est la question que vous me posez, sur la question de l'impôt sur la fortune, je voterai le prélèvement forfaitaire unique qui vise à favoriser l'investissement dans l'économie réelle et qui doit taxer le capital et les dividendes. Voilà ce que je voterai. C'est comme sur la loi sur le travail. Moi, je veux un équilibre entre protection et répondez avant d'entamer la dernière partie. Vous voyez ce qui est la langue de bois, et c'est quelque chose que je ne sais pas faire. J'ai répondu oui, et vous aurez mes comptes de campagne demain sur ma page Facebook. Par contre, du côté de M. Dumont, qui a compris la réponse ? Qui a compris la réponse? Vous de même, chacun, de ce qu'on entend durant cette émission, chacun d'entre vous, Nicolas Dumont, François Ruffin, dès demain, allez publier vos comptes de campagne. Ils seront donc disponibles. Merci. On va poursuivre donc avec la dernière partie de cette émission, en tout cas d'une demi-heure avec vous qui avance. Emmanuel Macron va vouloir agir de manière très rapide sur la réforme du Code du travail, une réforme qu'il juge prioritaire pour relancer l'économie et réduire le chômage de masse. Nicolas Dumont, vous étiez donc socialiste auparavant, on l'a dit, En Marche aujourd'hui. Vous voterez toutes les lois Macron ? Mais bien sûr que non, mais quel mépris. Je sais bien qu'on m'a traité d'âne sur ce plateau dimanche dernier, mais à un moment donné, quel mépris. C'est-à-dire que vous pensez franchement qu'au regard de mes valeurs, au regard de mon parcours, on va me faire voter ce que propose, ce que décrit M. Ruffin. J'ai dit très clairement dans votre reportage, et je le dis sur d'autres sujets, moi je ne suis pas là pour être un godillot. Je voterai les textes en conscience sur la question du Code du travail. D'abord, moi, je fais confiance au dialogue social dans ce pays. Les organisations syndicales travaillent. Une fois que j'aurai le texte, si l'équilibre entre des protections nouvelles et les assouplissements nécessaires me paraît juste, et moi aussi, je rencontrerai l'ensemble des organisations syndicales avant de faire mon choix, j'aurai l'occasion donc de dire quel est mon vote. Mais je ne fais pas de politique fiction, donc non, je ne suis pas un béni oui-oui et je ne serai pas un godillot, je ne l'étais pas hier, je ne le serai pas demain. François Ruffin, que pensez-vous de cette réforme du Code du travail dont on ne connaît pas encore les détails? Oui, on ne connaît pas les détails, mais on en connaît les grandes lignes. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que M. Macron est venu sur le parking de l'usine Whirlpool. On est là dans une situation caricaturale, puisqu'on a d'un côté
des salariés qui ont accepté le gel de leur salaire pendant 5 ans, qui ont accepté les RTT, de ne pas prendre de RTT, qui ont accepté un tas de choses. On a de l'autre côté des actionnaires qui ont vu leurs dividendes augmenter de 10%, 880 millions de bénéfices, et ainsi de suite. Et à qui on demande de se flexibiliser, non pas aux actionnaires, mais aux salariés. C'est eux qui doivent toujours davantage plier les chines. Eh bien, je pense que s'il y a des ordonnances à faire aujourd'hui dans l'urgence, ce sont des ordonnances contre la finance et non pas des ordonnances qui précarisent encore davantage les salariés. S'il y a des réformes à faire aujourd'hui, c'est par exemple la réforme des tribunaux de commerce, avant celui des prud'hommes, parce que les tribunaux de commerce contribuent oui, mais n'empêche que moi, ça n'est pas une priorité d'Emmanuel Macron. Et de la même manière, on me parle de référendum à l'initiative de l'employeur. Je souhaiterais qu'il puisse aussi y avoir, alors dans ce cas d'équilibre, un référendum à l'initiative des salariés dans les entreprises. Et il faut que l'ensemble des la démocratie dans les des représentants syndicaux, y compris dans les plus petits, on entend que vous vous rejoignez sur certains points. En tout cas, comment cela va agir, cette réforme du travail, pour réagir localement, par exemple du côté d'Abbeville, Flix-Secours, Amiens, particulièrement touché par le chômage dans certains endroits, même si l'économie se porte mieux tout de même. Picard. Bien sûr, mais je crois qu'il y a des difficultés et il y a une succession de drames industriels. Depuis 1971, dans ma ville, jusqu'à 2005, à Béliat-Décor, c'est 31 entreprises industrielles. À Béliat-Décor, la sucrerie, à un moment donné, redynamiser Abbeville, par exemple, et le reste. Du rebond. Les possibilités du rebond, c'est effectivement d'être aux côtés des salariés et de défendre leurs droits quand il y a des difficultés, quand il y a des comportements qui ne sont pas acceptables de la part d'un certain nombre de groupes, qui sont d'ailleurs de juridiction, pas de droit français en tout cas. Mais à un moment donné, notre responsabilité, c'est la responsabilité d'un élu, c'est de créer les conditions du rebond et de réindustrialiser. C'est ce qu'on a fait. La note de l'URSSAF du 4e trimestre 2016 pointe Abbeville comme le territoire le plus dynamique de Picardie, 2,2% alors qu'on est sur une moyenne à 0,3%. Pas un euro d'argent public sur la réhabilitation de la sucrerie où 450 emplois sont en train de sortir de terre. Voilà la réalité de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas simplement parler, il faut faire, il faut agir sur le terrain pour permettre à ces salariés de retrouver une dignité et de l'emploi. François Ruffin, comment agir localement sur le tissu économique local avec cette réforme ? Il faut signaler que quand même le mandat de député est un mandat national. Moi, je souhaite faire deux choses avec cette écharpe. C'est venir contester des lois qui me paraissent régressives pour les salariés à l'Assemblée nationale, en proposer d'autres qui soient positives. Et par exemple, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de très fort au niveau des emplois de service. Les emplois de service dont on nous dit qu'ils sont les emplois d'avenir, c'est-à-dire assistantes matérielles, auxiliaires de vie sociale, agents d'entretien, vigiles, ce genre de métiers-là, qui en vérité sont aujourd'hui la jungle, où on a certains qui sont mandataires, prestataires, vacataires pour les animateurs périscolaires et ainsi de suite. Et donc, ces métiers-là, je pense qu'il faut les structurer nationalement et faire qu'on n'ait pas des statuts différents quand on se trouve à Bordeaux de quand on se trouve à Amiens. Donc ça, c'est une loi que je veux porter pendant les 5 ans durant lesquels je serai député. François Ruffin, on arrive au terme de cette émission. Donc 1 minute pour conclure, donc à l'un et à l'autre. Quel sera votre emploi du temps ? Conclusion, emploi du temps d'ici la fin de la semaine. Écoutez, je vais utiliser cette conclusion parce que la campagne, je l'ai dit, elle va se poursuivre jusqu'au bout sur le terrain. Je voudrais, moi, parler d'un sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet qui nécessite à la fois un rôle national et qui a des conséquences locales. Il faut aujourd'hui résoudre un scandale dans ce pays. C'est l'inclusion sociale, scolaire, économique des personnes en situation de handicap. Et s'il y a un métier également à structurer, c'est la filière des auxiliaires de vie scolaire, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible et il n'est pas acceptable d'avoir des personnels précaires qui s'occupent de l'inclusion, notamment dans les établissements scolaires d'enfants souffrant de handicap. Je pense que c'est quelque chose où il faut mobiliser à la fois les structures locales, à la fois les associations de parents et les collectifs, mais il faut aussi que le ministère des Affaires sociales prenne véritablement en charge ce projet. C'est inadmissible la situation que vivent les parents et les institutions aujourd'hui. Merci. À vous, François Ruffin, 1 minute pour conclure. D'abord, pour dire que je suis pleinement d'accord avec M. Dumont sur la situation qui est faite à la fois aux enfants handicapés, aux adultes handicapés et aux parents d'enfants handicapés. Ensuite, moi, pourquoi je souhaite avoir ce mandat ? Parce que je veux porter une parole forte, j'essaye déjà de le faire pour les salariés, pour les ouvriers, pour les chômeurs, pour tout le monde, sans avoir l'écharpe. Et je pense que ça me donnerait une légitimité pour intervenir dans le champ de la vie publique. Ça fait 18 ans que je le fais aux côtés des gens. Et aujourd'hui, on a un enjeu, c'est, je le redis, est-ce qu'on veut
des politiciens professionnels ou des gens qui, comme moi, s'expriment certes avec des maladresses, mais avec fougue, passion, chair, et qui voteront en leur âme et conscience, en toute indépendance, et non pas aux ordres d'un président ou d'un parti. Je ne serai aux ordres de personne, M. Ruffin. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Nous allons continuer à parler relance économique, notamment en particulier du Code du travail, dans un instant, avec les deux invités suivants, les deux élus de la 2e circonscription de la Somme, Barbara Pompili, candidate de La République En Marche, Cédric Mez de la France Insoumise.